14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous et on évoque donc la victime type. Donc on a déjà bien compris, donc on est victime quand on a une faille. Alors ça peut venir de l'enfance, ça peut venir d'un moment difficile comme un divorce par exemple, comme le témoignait Lisette, pardon. Et puis il y a la victime type qui reste victime, qui est dans le déni, qui continue à avoir envie de raconter. Voilà, soit parce qu'elle a une faille structurelle et qu'elle a besoin de comprendre quelque chose, soit parce qu'elle reste dans le déni. C'était ce qu'on a vu avec Lisette qui, pendant 20 ans, accepte des choses qui sont inacceptables. Et qui continue à avoir envie de les raconter d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Qui se complaisent dans leur rôle de victime, mais a posteriori. C'est-à-dire qu'elles vont fréquenter des groupes de parole et dire « Oui, moi, mon pervers, ou ma perverse », comme si c'était un prolongement d'elle-même. Et c'est vrai que Freud avait une image. Il disait les pervers et les névrosés sont comme le positif et le négatif d'une même photo. Ils montrent la même chose et pourtant sont inverses. C'est-à-dire que les mécanismes de défense pervers narcissiques, on retrouve à peu près les mêmes, mais à l'envers chez la victime. C'est-à-dire que le pervers va faire ce qu'on appelle les identifications projectives, c'est-à-dire qu'il va projeter une partie de lui-même sur sa victime, mais la victime, elle les prend, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'on pourrait appeler à ce moment-là une introjection. Bien sûr. Voyez. Alors c'est un peu compliqué évidemment ces termes-là pour le grand public, mais c'est important d'expliquer qu'en effet il y a une sorte d'identification. C'est l'effet miroir d'ailleurs, dont je trouve le film de Polanski, justement, quand on voit le vampire qui se regarde dans le miroir et qui ne se voit pas, est très, très intéressant sur et donc il a besoin de l'autre. C'est-à-dire que son reflet, il va le rechercher dans le regard de l'autre. Voilà, symboliquement, je trouve que c'est très intéressant. Alors, avant de donner la parole à Amélie qui réagit au magnifique témoignage de Yasmine qu'on a entendu au début de l'émission, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi considère-t-on le mariage comme une forteresse assiégée ? Est-ce qu'après on est enceinte ? Il y a une question d'enceinte avec la forteresse ? Non, pas du tout, parce qu'une forteresse assiégée, ceux qui sont dehors veulent y entrer, ceux qui sont dedans veulent en sortir. Et c'est ça le mariage. Oui, ça ressemble beaucoup à ça, oui. Vous êtes d'accord ? Bonjour Mélie. Bonjour, c'est très drôle. Bon, je vous remercie pour cette émission parce que je la trouve très puissante. Au niveau des témoignages, vraiment... Bah oui, Mélie, c'est toujours... on essaye de faire avancer l'humanité, nous. Mais oui, et c'est c'est mon point de vue aussi. Donc, et du coup, Yasmine m'a bouleversée. Parce que vous vous êtes un peu reconnue, vous avez eu aussi une génitrice qui n'était pas une mère ? Absolument. Et moi, j'ai pas envie de m'étaler parce que vraiment, ça fait trop mal parce qu'elle est toujours vivante. Donc, elle continue à me pourrir la vie. Donc, voilà, mais je fais ma vie. Mettez-la à distance, hein. Mais tout à fait. Donc je me suis battue. Moi donc elle m'a fait manger des cailloux, on va dire. Et puis j'ai fait ma vie. J'ai été très heureuse. Après avoir souffert, j'ai construit. Vous avez construit. Vous avez eu des enfants aussi, j'imagine. Oui. Alors j'ai grandi au milieu de 3 frères et puis j'ai eu 2 fils. Voilà. Donc je suis entourée de garçons. Vous étiez la seule fille ? Ouais. Ah, comme Yasmine. Non, Yasmine, il y avait 4 filles. Hein. Ah oui, oui. Oui, mais quelque part... Oui, mais vous étiez la seule fille, donc vous étiez le bouc émissaire de votre génitrice. Eh bien, écoutez, j'allais vous parler de René Girard, justement, le bouc émissaire. Oui, bien sûr, bah oui. Voilà. Donc, en fait, c'est pas grave, ça m'a donné de la force. Et d'ailleurs, j'ai écrit en ce sens, pour remercier mes parents de m'avoir fait bouffer des cailloux, de m'avoir fait mal, pour apprendre à me battre en fin de compte. Oui, je comprends. Ils vous ont obligé à choisir la vie, même si c'était à leur corps défendant. C'est en tout cas ce que vous avez fait. Tout à fait. Parce que c'est exactement ça la question. C'est la pulsion de vie, pulsion de mort. Le pervers, il nous entraîne vers l'arrière et c'est notre capacité à dire stop et à aller de l'avant qui va nous permettre d'en sortir. C'est de toute façon, la solution est toujours en nous, elle n'est jamais dans l'autre. Mais c'est ça, c'est ce que je disais, je sais pas, j'en parlais hier avec un copain, je lui disais, mais tu sais, quand tu rencontres des difficultés comme ça, soit tu réagis, soit tu te fais bouffer, quoi. Et en fait, non.
je sais pas, la pulsion de vie, elle est forte hein, quand même. Ouais. Oui, elle est forte chez l'enfant. C'est à ce moment-là, souvent, moi je trouve que des choses se mettent en place. On a tendance à sous-estimer la capacité de l'enfant à résister, à trouver des sorties. Ressources. Des ressources, merci pour le mot. Et c'était quoi vos ressources, justement, vous, Mélie? Ben moi, c'était la danse, la musique, le sport. Et le sport, oui. Ouais. Votre corps a été votre allié. C'est ça. Il a un petit peu, il a été un petit peu malmené, mais enfin, je sais pas, moi j'avais besoin de me dépenser, j'avais besoin de... Oui, et puis quand vous dansez, vous créez, vous êtes créatrice de votre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'art. Et dans le sport, on se dépasse. Donc, voilà. Et c'est deux choses différentes. Mais quand un enfant peut se dépasser, il s'éloigne, si je puis dire, de ce que vous appelez la pulsion de mort, Jean-Charles Bouchou. Tout à fait. Ouais. C'était mon échappatoire. La création, le sport, la danse, toutes ces choses sont du côté de la vie. Et il y a y compris des parents qui ne le permettent pas. Hein. Vous, on vous l'a permis visiblement. Non, on me l'a pas permis, je me suis permise. Ouais. Je me suis échappée de cette manière-là, quoi. Donc, et j'ai rencontré des profs, des éducateurs, des sportifs, qui étaient vraiment des personnes formidables. Oui, ça c'est vos tuteurs qui vous ont permis aussi de garder confiance dans Et où est votre père dans tout ça? Bon, moi, désormais, il est décédé. Mais il était batteur de jazz. Il m'a amené à des concerts incroyables. Mais ma mère, elle le manipulait, donc comme elle manipule mes frères, donc même encore. Hein. C'est les mêmes mots que Yasmine que vous employez. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Ça se ressemble énormément, c'est impressionnant. Que tout à l'heure, un père à la fois aimant et en même temps pas très présent. Qui à la fois joue son rôle de papa à amour, d'accord, mais qui ne joue pas non plus son rôle de père. Ils n'étaient pas vraiment là. Voilà, c'est ça. En fait. Ouais. Oui, il a manqué malgré tout. Il n'a pas protégé. Il a montré une direction en étant un artiste, mais en même temps, il n'a pas été capable d'être là pour structurer la maison. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est sans doute pourquoi il a été choisi par votre mère d'ailleurs. C'est-à-dire que la maman ne devait pas avoir envie d'avoir un homme structurant à la maison. C'est-à-dire qu'elle a choisi un faible. Oui, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Un faible ou un absent, parce qu'après on a le droit d'être artiste. J'apprécie votre analyse parce que vraiment c'est tout à fait ça. Il était lui-même, il s'est retrouvé il a perdu ses deux frères qui sont morts à la guerre. Il s'est retrouvé avec sa maman et après il s'est retrouvé sous l'emprise de ma génitrice. On peut imaginer, oui, en effet, qu'il était déjà très diminué par la vie. Fragilisé, vrai. Fragilisé par la vie, oui, et donc il a accepté d'être dominé par une femme qui après en a fait ce qu'elle voulait. Apparemment, il n'a pas eu d'image paternelle, c'est ça? Non. Oui, voilà. Donc, n'ayant pas eu d'image paternelle, il n'arrive pas à incarner son rôle de père à ce moment-là. Il ne peut qu'incarner le rôle d'un artiste, qui est déjà beaucoup, hein, parce qu'il vous a donné quelque chose. On ne peut pas le nier. Mais en même temps, il est absent en tant qu'élément structurant. Ouais, on a partagé des moments absolument magiques, quoi. Je veux dire, c'était bien. Mais par contre, il était complètement dérouté, quoi. Oui, mais c'est ça qui est intéressant dans votre témoignage, Mélie, qui fait vraiment écho, en effet, à celui de Yasmine. Hein, c'est que on voit que heureusement, il y a un des deux parents qui apporte du regard et qui donc permet. On sait à quel point l'enfant se construit dans le regard du parent. Hein, mais en même temps, de l'autre côté, on a et là, ce sont deux génitrices qui sont particulièrement destructrices. Et c'est là où je rappelle encore une fois qu'il faut arrêter d'imaginer que toutes les femmes sont bonnes et que tous les hommes sont des salauds. Parce que là, on voit bien dans deux cas précis... c'est des marâtres. Oui, bien sûr. Donc, et je pense qu'une mère toxique, c'est souvent encore pire qu'un père toxique. Ça fait mal, ça fait mal. Surtout pour une fille.
surtout pour une fille. Oui, mais elle aime que les garçons, elle aime que les hommes, et puis elle les domine, donc... Mais puis n'allons pas croire, lorsqu'on a un enfant symptôme, comme c'était déjà le cas tout à l'heure pour Yasmine, que les autres enfants, eux, ne sont pas maltraités. Parce que voir un de ses frères ou sœurs se faire maltraiter, c'est déjà de la maltraitance pour l'enfant lui aussi. Être préféré par son parent, c'est de la maltraitance. Moi, j'ai un exemple comme ça, je crois que c'était un de mes petits-neveux. Un jour, dans sa classe, je ne sais pas quel âge il pouvait avoir, une dizaine d'années, quelqu'un fait une bêtise. Et puis la maîtresse se retourne et dit « Qui a fait cette bêtise ?» Et personne ne veut se dénoncer. Elle dit « Bon, puisque c'est ça, je vais punir toute la classe. Sauf toi, une telle. Parce que toi, je sais très bien que tu n'aurais pas fait la bêtise. » La vacherie, c'est vis-à-vis d'une telle qui, après, est montrée du doigt par tous ses copains, qui va être mise de côté. Enfin, je veux dire, c'est d'une violence inouïe pour ça. Mieux aurait-il valu qu'elle soit punie. C'est ce que j'ai dit à mon petit frère. Oui. Je lui ai dit, tu vois, ta mère, elle fait du tri sélectif. Mais comment vont vos frères, justement ? Écoutez, elle m'a coupé de tout le monde. D'accord, donc vous ne voyez plus vos frères ? Non, et là je communique. Mais vous savez quand même s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien, justement parce mais je me débrouille pour prendre des nouvelles. Et alors, est-ce qu'ils vont bien parce ou pas ? que moi je pense à eux, s'ils pensent pas à moi je pense à eux. Mais est-ce qu'ils vont bien ? Vous savez s'ils vont bien ou pas ? Parce que c'est pas si sûr. Ils sont chefs d'entreprise, en ce moment ils mangent des cailloux quand même. C'est assez compliqué par rapport à la situation. Oui, mais je parlais pas de la situation. Ils se débrouillent. Après, au niveau affectif et tout ça, je sais pas trop. Vous savez pas. Bon, je suis complètement coupée, hein, franchement. Oui, j'ai bien compris. Mais bon, vous auriez pu, vous les avez peut-être connus quand même un petit peu depuis votre enfance, bien sûr. Eh ben, merci Mélie, en tout cas, de ce témoignage. Mais merci pour votre émission, parce que vraiment, les témoignages, et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont témoigné, parce que ça m'a beaucoup touchée, quoi. Et alors je précise, puisque vous avez parlé de René Girard, je précise que Jean-Michel Gourlian a écrit un livre récemment qui s'appelle L'altérité, justement, où il évoque tout ce qu'a démontré René Girard depuis tant d'années. Et Jean-Michel Gourlian, je l'embrasse parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément. Alors on fait une petite pause et on retrouve dans un instant Hortense.